Avez-vous déjà rêvé de simplement vous éclipser, de disparaître de la vie de tous, de ne plus répondre aux messages, de ne plus honorer les invitations, de ne plus vous justifier, simplement vous retirer du monde pendant une année entière? La plupart des gens y voient une fuite, une faiblesse, quelque chose que l'on fait quand on est incapable de faire face à la vie. Mais Carl Jung a découvert quelque chose de complètement différent. Il a découvert que la disparition stratégique est l'un des outils de transformation les plus puissants qui soient, et les neurosciences modernes commencent enfin à expliquer pourquoi. En 1913, après sa rupture avec Sigmund Freud, Carl Jung a fait exactement cela. Il s'est retiré. Il a réduit sa pratique clinique. Il s'est éloigné des cercles intellectuels. Il s'est plongé dans ce qu'il appellera plus tard une confrontation avec l'inconscient, et il a émergé, des années plus tard, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les archétypes, l'ombre, la quête de soi, le livre rouge. Carl Jung n'a pas fait ses plus grandes découvertes en étant connecté, il les a faites en étant seul. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe quand vous vous éclipsez de la vie de tous pendant 1 an. Ce qui change dans votre cerveau, ce qui change dans votre psyché, et pourquoi la personne qui revient n'est jamais la même que celle qui est partie. Avant de continuer, je dois vous faire comprendre la différence cruciale entre la solitude choisie et l'isolement forcé. Parce que confondre ces deux concepts peut faire la différence entre la transformation et la destruction. L'isolement, c'est quand vous êtes forcé d'être seul, quand les circonstances vous éloignent des autres, quand vous vous sentez exclu, rejeté, abandonné. L'isolement est douloureux parce qu'il n'a pas été choisi. La solitude volontaire est complètement différente. C'est quand vous choisissez de vous retirer, quand vous décidez consciemment que vous avez besoin de temps loin du tumulte du monde, quand vous reconnaissez que quelque chose à l'intérieur de vous a besoin d'espace pour émerger. Les neurosciences traitent ces deux états de façon très différente. Les recherches de la Drkei Thai, neuroscientifique au Salk Institute, montrent que le cerveau traite l'isolement forcé comme une forme de famine. Les mêmes zones qui s'activent quand vous avez faim de nourriture s'activent quand vous êtes privé de contact social. La substantia nigra et l'aire tegmentale ventrale envoient des signaux indiquant que quelque chose d'essentiel manque. Mais quand la solitude est volontaire, quelque chose de différent se produit. Le Default Mode Network, le réseau cérébral associé à l'autoréflexion et à la conscience de soi, devient plus actif. Vous commencez à traiter l'information différemment. Vous commencez à faire des connexions que vous ne faisiez pas avant. Vous commencez à accéder à des parties de vous-même qui étaient cachées par le tumulte constant des interactions sociales. Carl Jung comprenait cela intuitivement. Il a écrit que la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi. Elle vient de l'incapacité à communiquer les choses qui vous semblent importantes. Quand vous êtes entouré de personnes qui ne vous comprennent pas, vous pouvez vous sentir plus seul que lorsque vous êtes vraiment seul. La retraite stratégique inverse cette dynamique. Vous retirez les personnes qui ne vous comprennent pas. Vous retirez les demandes constantes. Vous retirez le bruit. Et dans ce silence, vous finissez par vous entendre vous-même. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau pendant une année de retraite volontaire. Parce que les neurosciences ont des données fascinantes à ce sujet. Pendant les premières semaines, votre cerveau entre dans un état d'alerte. Il est habitué à une stimulation sociale constante. Messages, notifications, interactions. Quand cela s'arrête brutalement, le système de récompense du cerveau est confus. Vous pouvez ressentir de l'anxiété, de l'agitation, voire même une forme de sevrage. Une étude récente publiée dans Nature Communication en 2025 a montré que l'isolement social altère la ségrégation des réseaux cérébraux. Les réseaux qui fonctionnent normalement séparément commencent à se mélanger de façon nouvelle. Cela peut sembler inconfortable au début, mais c'est exactement ce qui permet une réorganisation profonde. Après les premières semaines, quelque chose commence à changer.
Le cerveau commence à s'adapter. L'urgence constante de vérifier les messages diminue. Le besoin de validation externe s'affaiblit. Vous commencez à développer ce que les chercheurs appellent l'autorégulation autonome, la capacité de réguler votre état émotionnel sans dépendre des autres. C'est crucial, parce que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils dépendent des interactions sociales pour réguler ce qu'ils ressentent. Un compliment vous met de bonne humeur, une critique vous anéantit, l'attention de quelqu'un vous valide. L'indifférence vous blesse. Vous êtes constamment en train de sous-traiter votre stabilité émotionnelle aux autres. Quand vous vous éclipsez pendant 1 an, vous êtes forcé de développer des sources internes de stabilité. Vous apprenez à vous valider vous-même. Vous apprenez à vous calmer. Vous apprenez à trouver un sens sans que quelqu'un vous dise que vous comptez. Et ces compétences, une fois développées, restent avec vous-même quand vous revenez. Carl Jung appelait cela une partie du processus de quête de soi, la capacité d'être entier en soi-même, sans avoir besoin des autres pour se compléter. Il disait que la quête de soi n'isole pas, elle connecte. Mais d'abord, vous devez devenir quelqu'un qui peut véritablement se connecter, au lieu de quelqu'un qui se connecte par désespoir. Il y a un paradoxe ici que peu de gens comprennent. La meilleure façon d'améliorer vos relations est de passer du temps sans aucune relation. Parce que vous supprimez le besoin désespéré qui contamine vos connexions. Vous arrêtez de chercher chez les autres ce que seul vous pouvez vous donner. Maintenant, je veux vous expliquer les 4 phases que toute personne traverse quand elle s'éclipse pendant 1 an. Parce que comprendre cette carte peut vous aider à naviguer dans l'expérience. La première phase est la désintoxication. Elle dure environ les 4 à 6 premières semaines. C'est quand le tumulte du monde commence à sortir de votre système. Les voix des autres personnes qui vivent dans votre tête commencent à se taire. Les attentes que vous portez sans vous en rendre compte commencent à se révéler. Vous commencez à réaliser combien de vos pensées ne sont pas réellement les vôtres, mais des échos de ce que d'autres ont dit. Cette phase est inconfortable. Vous pouvez vous sentir vide, vous pouvez vous sentir perdu, vous pouvez vous demander pourquoi vous avez fait cela. Mais cet inconfort est nécessaire. C'est le processus de suppression des couches qui ne sont pas les vôtres pour pouvoir enfin voir ce qui se trouve en dessous. La deuxième phase est la confrontation. Elle dure environ du 2e au 4e mois. C'est quand vous commencez à affronter des parties de vous-même que vous évitiez, sans distraction sociale, sans la possibilité de fuir dans la compagnie des autres. Vous êtes forcé de vous asseoir avec vos démons. Carl Jung était clair sur la nécessité de cette phase. Il disait que personne ne devient illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. La solitude prolongée vous force à affronter votre obscurité. Il n'y a nulle part où courir, il n'y a personne pour vous distraire de vous-même. C'est la phase la plus difficile. Beaucoup de gens abandonnent ici, retournent en courant vers la sécurité des interactions superficielles. Ils préfèrent le tumulte du monde au silence, ce silence qui révèle des vérités inconfortables. Mais si vous tenez bon, si vous traversez cette obscurité, alors quelque chose d'extraordinaire se produit. La troisième phase, c'est la reconstruction. Elle dure environ du 5e au 8e mois. C'est le moment où vous commencez à bâtir une nouvelle version de vous-même. Non pas basée sur ce que les autres attendent, non pas basée sur des rôles sociaux, mais basée sur ce que vous avez découvert dans cette exploration intérieure, dans ce face-à-face. Cette phase est caractérisée par une clarté que la plupart des gens n'expérimentent jamais. Vous savez ce que vous voulez, parce que vous avez fait taire toutes ces voix qui vous dictaient ce que vous devriez vouloir. Vous savez qui vous êtes, parce que vous avez ôté tous ces masques que vous portiez pour les autres. Vous savez ce qui compte, parce que vous avez éliminé toutes ces distractions qui cachaient ce qui était essentiel. Carl Jung appelait cette phase du processus alchimique albédo, le blanchiment qui suit, l'assombrissement. C'est le moment où la lumière commence à pénétrer
après les ténèbres de cette confrontation, c'est quand vous commencez à voir avec de nouveaux yeux. Durant cette phase, quelque chose de fascinant se produit dans le cerveau. Des recherches montrent que des périodes prolongées de réflexion et de solitude modifient la connectivité entre les régions cérébrales. De nouvelles connexions se forment entre des zones qui, normalement, ne communiquent pas. C'est comme si le cerveau se reconfigurait pour fonctionner d'une manière différente. Andrew Huberman parle longuement de la manière dont la neuroplasticité requiert certaines conditions pour fonctionner, l'urgence, le focus et un sommeil adéquat. La solitude choisie crée exactement ces conditions. Vous ressentez une urgence parce que vous êtes confronté à des questions fondamentales sur votre existence. Vous êtes concentré parce qu'il n'y a pas de distraction et vous pouvez dormir adéquatement. Parce qu'il n'y a pas de demande sociale qui perturbe votre rythme. La quatrième phase, c'est l'intégration. Elle dure environ du 9e au 12e mois. C'est le moment où vous commencez à préparer votre retour, mais pas un retour à ce qui était avant, un retour en tant que quelqu'un de différent, quelqu'un qui a traversé le feu et en a émergé, transformé. Cette phase est délicate. Vous êtes entre deux mondes, le monde intérieur que vous avez construit dans la solitude et le monde extérieur auquel vous allez retourner. La tentation est d'abandonner tout ce que vous avez appris et de simplement revenir au vieux schéma, mais cela gâcherait tout le travail. L'intégration exige que vous emportiez avec vous ce que vous avez appris, que vous mainteniez les frontières que vous avez établies, que vous préserviez la clarté que vous avez conquise, que vous protégiez la version de vous-même qui a émergé du silence. Maintenant, je veux vous expliquer quelque chose que Carl Jung a découvert sur le retour, parce que revenir est aussi important que partir. Carl Jung disait que la quête de soi n'est pas un processus d'isolement permanent. C'est un processus qui consiste à devenir entier pour pouvoir se connecter de manière authentique. Vous ne vous éclipsez pas pour fuir le monde. Vous vous éclipsez pour vous trouver et ensuite vous revenez en apportant avec vous l'or que vous avez trouvé dans l'obscurité. Mais le retour est choquant. Vous avez changé. Le monde n'a pas changé. Les gens s'attendent à retrouver qui vous étiez. Et vous n'êtes plus cette personne. Cela crée une friction qui peut être douloureuse. Certaines personnes ne reconnaîtront pas qui vous êtes devenu. Certaines résisteront à votre changement. Certaines essaieront de vous ramener à qui vous étiez, parce que cette version était plus confortable pour elles. Vous allez devoir faire des choix difficiles sur les relations à maintenir, sur celles à laisser tomber, sur la manière de naviguer dans un monde qui veut vous faire rentrer dans des cases que vous avez dépassées. Mais voici la vérité que peu comprennent: les relations que vous perdez parce que vous avez changé étaient des relations que vous deviez perdre. Elles étaient basées sur une version de vous qui n'était pas réelle. Elles étaient basées sur des masques, sur des performances, sur qui vous fingiez être. Les relations qui survivent à votre remise en question sont les vraies. Ce sont celles où la personne vous aime pour qui vous êtes, génuinement, pas pour qui vous fingiez être. Ces relations deviennent plus profondes après votre retour, parce que vous pouvez, vous connecter vraiment. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que les neurosciences disent sur les effets à long terme d'une année
de solitude choisie. Des études montrent que l'homéostasie sociale, l'équilibre, des connexions sociales que le cerveau recherche, peut être recalibré grâce à des périodes d'isolement conscient. C'est comme réinitialiser un thermostat. Vous étiez habitué à avoir besoin d'une quantité constante de validation externe. Après un an, seul, vous avez besoin de beaucoup moins. Cela ne signifie pas que vous devenez antisocial, cela signifie que vous devenez sélectif. Vous n'avez plus besoin de n'importe quelle interaction pour vous sentir bien. Vous pouvez choisir des interactions qui comptent vraiment. Vous pouvez dire non sans culpabilité. Vous pouvez être seul sans ressentir un manque désespéré de compagnie. La Dr. Kay Tai, dont j'ai mentionné les recherches précédemment, a découvert qu'il existe une sorte de neurones de la solitude dans le cerveau. Ces neurones, dans le noyau dorsal du raphet, se déclenchent lorsque nous sommes privés de contact social, créant une sensation désagréable qui nous pousse à retourner vers la société. Mais voici ce qui est fascinant. Ces neurones peuvent être entraînés grâce à la solitude choisie et à la réflexion consciente. Vous pouvez modifier leur façon de répondre. Vous pouvez apprendre à être seul sans que ces neurones ne déclenchent des signaux d'alarme. Vous pouvez trouver la paix dans le silence. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. Cela demande du temps. Cela demande de la pratique. Cela requiert le type d'immersion prolongée qu'une année de sevrage offre. Mais une fois que cela arrive, vous gagnez une liberté que la plupart des gens n'expérimentent jamais. La liberté de ne pas avoir besoin des autres pour se sentir complet. Il y a autre chose que je dois vous dire sur ce processus, sur ce qui arrive à votre créativité durant une année seule. Carl Jung a noté que ces périodes de plus grande production créative coïncidaient avec ces périodes de plus grande solitude. Le livre rouge, son œuvre la plus profonde, a été créé durant des années de retraite. Les idées qui ont défini son héritage ont émergé du silence. Les neurosciences confirment cela. Le Default Mode Network, qui devient plus actif durant la solitude, est intimement lié à la créativité. Quand vous arrêtez de traiter des stimuli externes constants, le cerveau commence à faire des connexions internes, des idées qui étaient fragmentées commencent à s'unir, des intuitions qui étaient cachées commencent à émerger. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent être créatifs, mais ne donnent jamais au cerveau l'espace nécessaire pour créer. Ils consomment constamment des messages, des nouvelles, des réseaux sociaux, des conversations. Le cerveau n'a jamais le temps de traiter et de synthétiser. Il n'y a jamais suffisamment de silence pour écouter les idées qui essaient de naître. Une année seule change cela. Vous donnez à votre cerveau ce dont il a besoin pour créer de l'espace, du silence, du temps. Et ce qui émerge peut vous surprendre. Il y a autre chose que les neurosciences ont découvert récemment sur les effets de la solitude choisie. Quelque chose qui change notre façon de comprendre ce processus. Des études menées en 2024 par l'Université de St. Andrews révèlent une relation directe entre l'isolement social et le déclin cognitif. Les personnes socialement isolées présentent un risque accru de 31% de développer une démence. Cela semble contredire tout ce que je viens de dire. Mais voici le détail crucial. Ces études ont mesuré l'isolement forcé
des personnes qui n'ont pas choisi d'être seules, des personnes qui ont été abandonnées, exclues, marginalisées. Ce type d'isolement est toxique, car il porte en lui la douleur du rejet, une expérience que Françoise Dolto aurait longuement commentée. La solitude choisie est complètement différente. Quand vous choisissez de vous retirer, votre cerveau traite cette expérience de manière opposée. Au lieu d'activer des circuits de menace et de rejet, il active des circuits d'exploration et de découverte. Au lieu de se contracter, le cerveau se développe. Une étude de l'UC San Diego a montré que des personnes ayant participé à une retraite de méditation de seulement 7 jours présentaient des changements mesurables dans leur cerveau et leur métabolisme. Imaginez ce qui se passe en un an. Imaginez la profondeur de la remise en question, quand vous consacrez du temps réel au travail intérieur. La clé réside dans l'intention. Vous ne fuyez pas quelque chose, vous allez vers quelque chose. Vous n'évitez pas la vie. Vous vous y plongez d'une manière que la société moderne ne permet plus. Vous faites quelque chose qui devrait être normal, mais qui est devenu radical. Nos ancêtres avaient accès à la solitude choisie d'une manière que nous avons perdue. Ils passaient du temps seuls dans la nature, dans la forêt de Brocéliande, par exemple. Ils avaient des périodes de réflexion comme partie naturelle de la vie. Les traditions spirituelles de toutes les cultures incluent des retraites, des veillées solitaires, des périodes de silence. Nous avons perdu cela. Nous sommes constamment connectés, constamment stimulés, constamment distraits. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous nous sentons vides, pourquoi nous nous sentons perdus, pourquoi nous ne savons pas qui nous sommes. La réponse est que nous n'avons jamais le temps de le découvrir. Nous n'avons jamais suffisamment de silence pour écouter la réponse. Nous n'avons jamais suffisamment d'espace pour que le véritable soi émerge, comme le décrivait si bien Marcel Proust dans sa quête du temps perdu. Un an de solitude choisie corrige cela. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité que nous avons oublié qu'elle existait. Il y a aussi un aspect spirituel que Carl Jung reconnaissait. Même en étant un scientifique, il percevait que la solitude prolongée mène souvent à des expériences qui transcendent la psychologie normale. Des expériences de connexion avec quelque chose de plus grand, des expériences de signification profonde, des expériences que les mystiques de toutes les traditions décrivent. Pensons à Sainte Thérèse d'Avila. Ce n'est pas de la magie. C'est ce qui arrive quand vous retirez tout le bruit et permettez à des parties plus profondes de la psyché de se manifester. Des parties qui sont normalement étouffées par le tumulte du monde. Des parties qui portent une sagesse que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et Carl Jung appelait cela la rencontre avec le self. Le self, dans la théorie de Carl Jung, n'est pas le moi. C'est quelque chose de plus grand. C'est le centre véritable de la psyché, qui inclut le conscient et l'inconscient. C'est la totalité de qui vous êtes. Rencontrer le self requiert de s'effacer, requiert que le moi, avec toutes ses préoccupations, ses peurs et ses besoins, se calme suffisamment pour que quelque chose de plus profond puisse parler. Cela arrive rarement dans le bruit de la vie quotidienne, mais dans la solitude, choisie prolongée, les conditions se créent naturellement. Beaucoup de personnes décrivent des expériences de clarté profonde durant des périodes de retraite, des moments où tout fait sens, des moments de paix qui semblent venir de l'extérieur d'elles, des moments de certitude sur leur chemin et leurs propos. Ces expériences sont réelles. Elles sont le résultat de finalement donner de l'espace pour que le self se manifeste. Maintenant, je veux vous donner quelques orientations pratiques sur comment organiser cette retraite, parce que l'intention est importante, mais l'exécution détermine le résultat. Premièrement, faites cela de manière consciente. Ne vous éclipsez pas sans prévenir, comme forme de punir les gens ou de fuir des problèmes. Communiquez d'une manière ou d'une autre que vous vous retirez, que vous avez besoin de temps, que vous allez revenir. Cela retire le drame et vous permet de vous concentrer sur le travail intérieur. Deuxièmement, créez une structure. La solitude choisie sans structure peut devenir chaos. Établissez des routines.
des horaires pour vous réveiller, pour réfléchir, pour bouger, pour créer. Le cerveau a besoin de rythme pour fonctionner bien. La structure vous maintient ancré pendant que vous explorez des territoires intérieurs inconnus. Troisièmement, pratiquez la réflexion active. Il ne suffit pas d'être seul. Vous devez utiliser la solitude choisie. Écrivez, méditez, questionnez, examinez vos schémas, vos croyances, vos ombres. La solitude choisie passive vous ennuie seulement. La solitude choisie active vous remet en question. Andrew Huberman parle de comment l'écriture active différentes zones cérébrales que simplement penser. Quand vous mettez en mots ce que vous êtes en train de découvrir sur vous-même, vous consolidez cette connaissance, vous rendez conscient ce qui était inconscient. Vous créez un registre que vous pouvez revisiter. Quatrièmement, prenez soin de votre corps. La tentation durant la solitude choisie est de négliger le physique. Arrêtez de s'exercer, manger mal, dormir de manière irrégulière. Mais le corps est la fondation sur laquelle la remise en question psychologique se produit. Si le corps souffre, l'esprit ne parvient pas à assimiler. Andrew Huberman insiste constamment que le sommeil, l'exercice et la nutrition sont les piliers fondamentaux. Sans eux, la neuroplasticité ne fonctionne pas correctement. Les insights que vous avez ne se consolident pas. La remise en question reste superficielle. Cinquièmement, n'ayez pas peur du vide. Il y aura des moments où vous ne sentirez rien se passer, des moments d'ennui, des moments de vide, des moments où vous vous demanderez pourquoi vous faites cela. Ces moments font partie du processus. Ne les fuyez pas, asseyez-vous avec eux. Le vide est où de nouvelles possibilités naissent. Carl Jung était clair sur la nécessité de supporter le vide. Il disait que l'anxiété et l'ennui que nous ressentons quand nous sommes seuls sont des signes que nous évitons quelque chose. Le travail est de découvrir ce que nous évitons. Et la seule manière de le découvrir est de rester dans l'inconfort, jusqu'à ce qu'il révèle son secret. Maintenant, je veux vous raconter qui vous devenez après un an de solitude choisie, parce que cette personne est différente d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Avant d'en faire l'expérience, la personne qui émerge a une qualité de présence que les autres ressentent. Vous n'êtes plus dispersé entre 1000 distractions. Vous ne cherchez plus la validation dans chaque interaction. Vous êtes présent, entier, là. Les gens remarquent cela, même sans savoir ce qui a changé. Ils le sentent. Vous devenez plus intéressant, plus magnétique, plus réel. Pas parce que vous essayez d'impressionner, mais parce que vous êtes finalement vous-même. Vos relations changent. Vous arrêtez de tolérer la superficialité. Vous arrêtez de participer à des jeux sociaux. Vous arrêtez de feindre un intérêt pour ce qui ne vous intéresse pas. Vous devenez sélectif. Et cette sélectivité attire des personnes qui valorisent l'authenticité. Votre clarté augmente. Les décisions qui semblaient difficiles deviennent évidentes. Vous savez ce que vous voulez parce que vous avez retiré toutes les voix externes qui vous embrouillaient. Vous savez ce qui importe parce que vous avez passé suffisamment de temps avec vous-même pour le découvrir. Votre peur diminue, pas parce que vous êtes devenu invulnérable, mais parce que vous avez traversé le pire que la solitude choisie puisse offrir et vous avez survécu. Vous avez découvert que vous pouvez avoir confiance en vous-même, que vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir en sécurité. Cette découverte change tout. Il y a aussi une remise en question dans la façon dont vous appréhendez le temps. Avant cette solitude choisie, le temps s'écoulait de manière fragmentée. Des bribes d'attention divisées entre les messages, les réunions, les obligations sociales. Le temps ne semblait jamais vôtre. Après une année de solitude choisie, vous développez une relation différente avec le temps. Il devient quelque chose que vous habitez. Au lieu de quelque chose que vous essayez de contrôler, vous arrêtez de courir. Vous arrêtez de vous sentir en retard. Vous arrêtez de sentir qu'il n'y a jamais assez de temps. Cela arrive parce que le temps subjectif est façonné par l'attention. Quand votre attention est fragmentée, le temps semble passer rapidement et vide. Quand votre attention est intégrée, quand vous êtes présent à chaque instant, le temps
s'expanse. Une année de solitude choisie vous enseigne à être présent d'une manière que le tumulte du monde ne permet pas. C'est comme une longue promenade solitaire en forêt, où le temps semble se dilater, vous offrant un espace infini pour la contemplation. Il y a quelque chose d'autre que Carl Jung a découvert à propos de ce processus. Quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Il disait que la quête de soi, le processus de devenir entier, n'est pas un chemin égoïste. C'est un chemin qui bénéficie à tous. Quand vous devenez plus réel, vous contribuez à la conscience collective. Quand vous intégrez vos ombres, vous arrêtez de les projeter sur les autres. Quand vous vous guérissez, vous aidez à guérir le monde. C'est comme allumer une bougie dans l'obscurité. Sa lumière bénéficie à tous ceux qui se trouvent à proximité. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes fragmentées essayant de se compléter à travers les autres. Le monde a besoin de personnes entières qui peuvent genuinement se connecter. Des personnes qui ne sont pas désespérées. Des personnes qui peuvent aimer sans avoir besoin d'être aimées en retour. Des personnes qui peuvent donner sans avoir besoin de recevoir. Imaginez un chêne, enraciné et fort, capable d'offrir son ombre et ses fruits sans rien attendre en retour. Une année de solitude choisie vous rapproche de devenir cette personne, non pas parce que la solitude est l'objectif, mais parce que la solitude choisie est le chemin vers l'intégrité qui permet une connexion véritable. C'est une sorte de pèlerinage intérieur, une retraite spirituelle qui vous transforme de fond en comble. Carl Jung avait une phrase qui capture parfaitement cela. Il disait que la quête de soi n'isole pas, elle connecte. Cela semble contradictoire. Comment s'éclipser peut-il vous aider à mieux vous connecter? La réponse est dans la qualité de la connexion. Avant cette solitude choisie, vous vous connectiez à partir d'un besoin. Vous aviez besoin des autres pour vous sentir bien. Vous aviez besoin de validation pour vous sentir valable. Vous aviez besoin de compagnie pour ne pas vous sentir seul. Cette connexion basée sur un besoin est fragile. Elle est dépendante. Elle est facilement rompue. C'est comme construire une maison sur du sable mouvant. Après cette solitude choisie, vous vous connectez à partir d'un choix. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous les choisissez. Vous ne cherchez pas la validation. Vous l'offrez. Vous ne fuyez pas la solitude à travers la compagnie. Vous l'embrassez et ensuite vous choisissez de partager. C'est comme bâtir une maison sur des fondations solides, capables de résister aux tempêtes. Cette connexion basée sur un choix est plus forte, plus authentique, plus durable. C'est le type de connexion qui satisfait réellement, qui remplit réellement, qui compte vraiment. C'est comme trouver un ami véritable, une âme sœur, avec laquelle vous pouvez partager vos joies et vos peines, sans peur ni jugement. Avez-vous déjà pensé à vous éclipser pendant un an? Avez-vous déjà ressenti l'appel à vous retirer du tumulte du monde et à vous retrouver? C'est un peu comme le personnage de Jean-Jacques Rousseau se retirant dans la nature pour trouver la vérité et la clarté. Commentez ici en bas. Racontez si vous avez déjà fait ça. Racontez ce que vous avez découvert. Racontez qui vous êtes devenu. Quand vous partagez votre expérience, vous inspirez les autres qui songent à faire la même chose. C'est un peu comme partager votre propre recherche du temps perdu avec le monde. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre le pouvoir de la retraite stratégique, considérez soutenir ce travail. Le Super Thanks, là en bas, est une façon de participer. C'est un échange conscient entre des personnes qui valorisent la profondeur. C'est comme offrir un verre à un ami qui vous a éclairé. Carl Jung a passé des années dans sa tour, seul, et en a émergé avec les outils que nous utilisons encore pour comprendre l'esprit humain. La solitude choisie n'était pas sa faiblesse, c'était sa force. C'était le creuset où son or a été forgé. Il s'est ressourcé, un peu comme Montaigne se retirant dans sa bibliothèque pour méditer et écrire ses essais. Peut-être avez-vous besoin de la même chose. Peut-être que le monde vous appelle à vous retirer. Peut-être que la voix que vous essayez de faire taire est la voix qui doit être entendue. Et elle ne peut être entendue que dans le silence.
le silence d'une cathédrale ou le silence d'une promenade solitaire en montagne. La personne qui s'éclipse pendant 1 an n'est pas la même qui revient, et peut-être que c'est exactement la remise en question dont vous avez besoin. À la prochaine vidéo, et rappelez-vous, parfois, la façon la plus courageuse de se trouver est de disparaître, non pas pour fuir, mais pour finalement avoir l'espace d'être qui vous êtes, vraiment. C'est votre voyage, c'est votre remise en question, et elle commence quand vous décidez de vous éclipser.